suis né en Guadeloupe, voilà. De mes 0 à 15 ans, du coup, j'étais en Guadeloupe. Et du coup, mon rêve depuis tout petit, c'était faire footballeur professionnel. Donc voilà, ça impliquait plusieurs choses. De mes 13 à 15 ans, j'étais au Crêpes Antilles-Guyane, dans un pôle espoir. Donc c'est une structure de haut niveau où je m'entraînais 5 fois par semaine et je jouais le week-end. Et donc, suite à ces 2 années, j'ai été recruté à Clermont-Ferrand par un club. Voilà, donc j'ai fait 7 000 km de la Guadeloupe jusqu'ici. J'ai fait 2 ans à Clermont où j'ai eu la chance de côtoyer le plus haut niveau en jeune au foot. Et au moment de partir à l'étranger et d'aller dans un autre club, du coup, un 29 avril, ma vie a basculé du coup. Comme beaucoup de personnes, je vais vous le dire, en fait, ça a commencé par des symptômes grippaux. Voilà, courbature, mal de tête, mal de gorge, voilà, fébrile, voilà, enfin fébrilité. Et un 29 avril, du coup, un lundi 29 avril, tout a commencé un peu à s'accélérer. Donc, je suis allé toute la journée à l'école. À la fin de la journée, je me sentais encore moins bien. J'ai été à la musculation avec mon équipe. Après la séance, je me sentais encore moins bien. Et au moment de ma séance de kiné, du coup, ils ont décidé de me renvoyer à l'internat où je dormais avec les autres sportifs. Et là, encore une fois, ça a commencé à s'empirer. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai décidé d'appeler le responsable de l'internat, qui m'a amené chez un médecin. C'est en fait un équivalent de SOS médecin. Donc, c'était quand même, quand je suis allé vers lui, je m'en souviens toujours qu'on me l'a vendu comme le meilleur médecin de Clermont, carrément. Rien que ça. Sauf que ce meilleur médecin n'a pas forcément fait les vérifications qu'il fallait et m'a renvoyé chez moi. Voilà. Alors qu'à l'époque, du coup, la bactérie s'était logée dans mon genou droit et j'avais déjà évoqué des douleurs bizarres, mais que voilà, j'avais dit que j'étais allé à la musculation, donc peut-être c'était ça. Mais en tout cas, pas plus de vérification que ça. Donc je suis rentré à l'internat avec le diagnostic d'une hypothyroïdie quand même. Voilà, donc rien à voir, j'ai jamais eu d'hypothyroïdie de toute façon. Mais c'était le diagnostic annoncé et que du coup, il fallait faire d'autres checks, etc. Donc voilà. Ensuite, à l'internat, je rentre, j'essaie de dormir, mais impossible. Je commence à vomir, à aller aux toilettes, donc mal de ventre, etc. Et je boite, donc j'arrive même plus à marcher. Je sautille sur ma jambe gauche, hein, et voilà. Je décide après avoir vomi, de rappeler le responsable d'internat, lui dire que voilà, ça va pas, et qui décide d'appeler encore un médecin, cette fois-ci, qui vient m'examiner, et qui décide d'appeler l'ambulance. Donc entre tout ça, il se passe quand même beaucoup de temps, plus de 4 heures, quasiment 4-5 heures, où moi je résiste quand même, mais la bactérie, elle fait son boulot, quoi. Mais je résiste quand même malgré tout, et c'est vrai que j'ai vu d'autres témoignages où voilà, c'est allé encore plus vite que ça. Et après, bon, avoir parlé avec beaucoup de médecins, je pense que quand même ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais sportif de haut niveau et que je m'entraînais beaucoup, que j'étais solide, voilà, j'étais musclé, j'avais un cœur en bonne santé, tout était bon en fait. Et je pense que voilà, c'est ce qui a fait que j'ai pu me battre pendant longtemps. Donc je suis arrivé à l'hôpital vers les coups de 2-3 heures et après, du coup, m'être évanoui en fait, du coup, j'ai été mis dans le coma. Voilà, donc admis en réanimation. Et voilà, donc à l'époque j'avais 17 ans, en 2019, voilà. Donc j'étais encore mineur, donc je savais pas trop ce qui m'arrivait, on me disait rien. Les médecins ont annoncé à mes parents 1% de chance de survivre. Donc ma mère était en Guadeloupe, mon père en Italie, donc loin de chez moi. Quand on les appelle, on leur dit ouais, votre fils, c'est pas sûr qu'il survive. Voilà, donc ils viennent, ils font le trajet. Ma mère prend le premier avion, mon père aussi. Mais je sais toujours pas forcément ce qui m'arrive. Moi, je me réveille 2 jours après. Voilà, donc 20 jours en réanimation, sans forcément savoir ce que j'ai, en ayant toujours ma jambe, parce que mes parents forcent pour que leur enfant ne perde pas sa jambe, quoi. Mais même si en fait elle est foutue, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Mais voilà, donc à partir de là, après exactement 22 ou 23 jours en réanimation, je sors.
Et en hospitalisation continue, du coup, je suis admis parce que bah, du coup, ma vie n'est plus dans un état critique. En revanche, j'ai toujours 39-40 de fièvre, notamment lié au fait que j'ai encore ma jambe et qu'elle est voilà, pas du tout dans un bon état. Tous les 3-4 jours, j'ai des changements de pansement VAC, donc un gros pansement qui permet de soigner les grosses plaies. Et voilà, donc en bloc opératoire sous anesthésie générale. Et vient le moment où, bah, voilà, mi-juin, le médecin va m'annoncer que c'est plus possible, quoi, et que bah, il faut m'enlever ma jambe. Donc voilà, c'est le dur verdict. Donc voilà, il se passe à partir de là 2 autres mois, et le 1er septembre, je sors enfin de l'hospitalisation continue, mais sans pouvoir marcher, sans pouvoir me verticaliser, parce que j'ai perdu 25 kilos, que j'ai pas forcément envie de manger en plus. Et voilà, je peux pas me verticaliser parce que j'ai des baisses de tension énormes. Bref, voilà. Donc je suis mis en hospitalisation à domicile cette fois-ci. Et aussi parce que psychologiquement, bah, je craque à l'hôpital. Entre quatre murs, je peux pas beaucoup sortir, etc. C'est chiant. Donc voilà. Donc hospitalisation à domicile. Et de là s'ensuit un traitement de ma jambe gauche qu'il faut soigner parce que j'ai eu beaucoup de pertes de matière, donc il faut faire des greffes, etc. J'ai une narine complètement bouchée, je sais pas à cause de quoi c'est, mais du coup je respire que d'une narine et encore. Donc il faut que je fasse opérer au nez, des greffes de lambeaux. Donc je fais plusieurs opérations. Donc en fait de septembre 2019 à maintenant, j'ai eu 12 opérations, à peu près 12-13, dont 2 cet été, l'été dernier, donc c'est pas fini, hein, même 4 ans après. Donc l'été 2023, là, je me suis fait opérer 2 fois. Encore d'une greffe à la jambe gauche, voilà, de 2 greffes à la jambe gauche même. Donc voilà, c'est pour dire que en fait, à partir du moment où on a la maladie, bah, c'est pas fini, il s'ensuit plein de choses, et notamment bah, un coût financier énorme pour la sécurité sociale, parce que 4 mois à l'hôpital, j'ai vu le prix d'une journée à l'hôpital, voilà, et s'en sont suivis quand même 12 opérations, donc ça fait pas mal de séjours à l'hôpital, plus l'hôpital du jour où je suis rentré en rééducation du coup en décembre 2019. Donc à partir du moment où j'ai repris un peu de poids, j'arrivais à me verticaliser. J'ai commencé à essayer mes premières prothèses, etc. Donc voilà. Et sauf que gros souci et que je vais soulever dans l'avenir quand même, c'est que on me donne les mêmes prothèses. Donc en fait, ce sont des genoux électroniques, des genoux intelligents, mais on me donne les mêmes prothèses qu'à un vieux de 70 ans qui vient de se faire amputer à cause du diabète. Donc il y a un petit souci parce que moi j'ai 17-18 ans. En plus de ça, j'étais sportif de haut niveau. Donc voilà, je me suis habitué quand même à faire du sport tous les jours, à être très actif. Et on me donne le genou qui me permet pas d'être trop actif. Qu'au même mec, et en plus de certains kinés en rééducation, osaient me dire ah oui, mais monsieur un tel, il coupe très bien ses rosiers avec prothèse. Super, mais bon, voilà quoi. Moi, j'ai besoin de plus que ça quand même. Enfin, je suis encore une jeunesse, j'ai envie de sortir, de continuer à aller à la plage, etc. Et en plus, ce sont des prothèses qui vont pas forcément dans l'eau. Donc, ça, ce sont celles remboursées par la Sécu. Parce que du coup, pour avoir le top du genou électronique qui permet d'aller dans l'eau, d'être vraiment très actif, voire même de trottiner, etc., eh ben, ça coûte 100 000 balles. Voilà. Donc c'est 100 000 euros plutôt, pardon. Donc c'est très cher. Voilà. Mes parents ont fait un gros effort financier pour pouvoir me la financer. Sauf que dans 6 ans, enfin, du coup, maintenant, dans 4 ans, eh ben, si je veux avoir la même, il va falloir repayer 100 000 euros. Donc ça fait cher. Donc ce sont des prix post-méningite qu'on néglige. Et voilà. De plus, moi j'ai voulu me lancer dans ce projet de faire les jeux parce que voilà, je suis un sportif dans l'âme et que j'aime me fixer des hauts objectifs. Et les lames de sport, pareil, les prothèses, les lames ça coûte 4 000 euros, plus le genou, etc. On monte sur des prothèses à 10 000 euros et là encore personne n'aide. Moi, j'ai la chance d'avoir un club qui m'a aidé. Là, j'ai dû repayer une autre lame pour faire du saut en longueur. Voilà, ça coûtait encore 4 000 euros. Donc, enfin, voilà, quoi, j'ai mis quasiment plus de 20 000 euros pour pouvoir. Enfin, heureusement que mon club m'a aidé pas mal, du coup. Mais voilà, il a fallu dépenser encore plein d'argent pour pouvoir faire quelque chose qu'au final,
voilà, moi, j'ai pas choisi d'avoir ça, quoi. J'ai jamais entendu parler des méningites, jamais été sensibilisé sur ça, etc. Donc, en fait, au niveau de l'accompagnement, déjà à ce niveau, voilà, quand en fait, on est un peu livré à nous-mêmes, même sur le plan psychologique, etc. J'ai été longtemps suivi par un kiné, voilà, j'ai été en dépression, donc sous antidépresseurs, etc. Et ben, à ce niveau-là, voilà, c'était à mes parents en fait de faire les démarches nécessaires. Donc voilà, il y a beaucoup, au final en fait, ça, on s'arrête pas au moment où voilà, on a les séquelles, on sort de l'hôpital. En fait, c'est jamais fini. Et au final, ben, comme je vous ai dit, je me suis refait opérer 2 fois. 2 fois cet été parce qu'on m'a découvert une infection à l'os du tibia. Et que bah voilà et sur en fait en dessous d'une greffe de peau mince donc qui était collée au tibia parce qu'elle s'était ouverte et que en fait ça cicatrise mal, donc il a fallu enlever cette greffe, enlever la bactérie, enlever la bactérie, recouvrir avec un autre morceau de peau qu'on allait faire ailleurs mais cette fois plus épais, enfin c'est et recouvrir le site où on est allé chercher la peau avant, donc c'est 4 ans après, quand même, voilà, c'est en fait, c'est jamais fini, en fait, c'est jamais fini. Et à vie, en fait, il faut cet accompagnement, que ce soit financier ou médical. Et c'est quelque chose qu'on néglige. Et si on avait pu faire vacciner, etc., si on m'avait sensibilisé avant, permis de me faire vacciner ou quoi, en fait, c'est tout un tas de coûts qui auraient pu être évités, que ce soit pour l'État et aussi pour moi. Parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir payer ce genou d'avoir un club qui m'a accompagné pour payer mes lames, etc. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance. Voilà. Alors, en fait, en 2020, j'ai fait un article en fait dans La Montagne, donc c'est le journal local à Clermont, et même en Auvergne en fait, et où j'ai commencé à parler de mon histoire, etc. Et en fait, s'en sont suivis, ça a été un peu un effet boule de neige. Et à partir de là, il y a un média aussi local qui s'appelle En Vrai TV qui m'a sollicité pour voilà, une interview, pour pareil raconter mon histoire, sensibiliser la méningite, dire ce que c'est, etc. Comment ça s'attrape, comment ça peut s'éviter. Et en fait, à partir de là, bah, j'ai eu plein d'opportunités par rapport à ça. Donc, j'ai commencé à sensibiliser sur les réseaux. J'ai fait plusieurs interviews avec France 3, aussi un média connu sur les réseaux sociaux qui s'appelle Combini. J'ai fait plusieurs choses en fait qui m'ont... Et même moi, sur mes posts, etc., j'essayais de raconter au maximum pour faire connaître la méningite, les symptômes, comment l'éviter, etc., aux personnes. Puis à côté de ça, avec du coup des laboratoires, j'ai commencé à sensibiliser même auprès des médecins. Parce que en fait, moi, je me suis rendu compte en tout cas que même les médecins sont mal informés. Pour la petite anecdote, j'ai des amis qui m'ont dit que quand ils ont su ce qui m'est arrivé, ils sont allés voir leur médecin pour leur raconter la volonté de se faire vacciner, etc. Et leur médecin leur ont dit non, bah, c'est pas la peine, t'inquiète pas, ça arrive pas beaucoup et tu as peu de chances de l'attraper. Bon, voilà, donc au final, il y a des médecins qui sont pas, même pas sensibilisés dessus. Donc voilà, je commence à faire ça auprès des collaborateurs aussi de ces laboratoires. Donc en fait, ce sont des parents comme ma mère, comme mon père, etc. et qui sont pas toujours informés en fait. Et à partir de là, je me suis dit, bah, j'aimerais quelque chose qui me permette, en plus, quoi, de plus élever ma voix, de faire entendre ma voix. Donc c'est pour ça que j'ai voulu créer mon association donc l'année dernière. Donc elle est toute jeune, hein. Elle a à peine un an. Et, du coup, l'objectif principal, en fait, je l'ai défini par rapport là où moi j'ai quand même pas mal galéré par rapport à mon objectif, et c'était d'accompagner les jeunes sportifs en situation de handicap au cours de leur carrière sportive, parce que quand on veut se fixer un objectif et qu'on est en fauteuil roulant ou qu'on est amputé, etc., en fait, il y a un coût qui revient vite cher. Donc, c'est pas limité qu'aux équipements. Évidemment, je le dis parce que c'est quand même ce qui coûte le plus cher. Les fauteuils, ça coûte des dizaines de milliers d'euros, les lames aussi. Et c'est des choses qu'il faut renouveler souvent. Si on fait de la performance du haut niveau, qu'on s'entraîne beaucoup, ça s'use et il faut pouvoir renouveler ça. Moi, je sais que les lames, c'est tous les 3 ans. Donc voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai défini l'objectif principal.
qui est d'accompagner les jeunes sportifs en situation de handicap au cours de leur projet sportif, donc vraiment sur du long terme, et pour éviter que ce soit comme moi, à aller devoir chercher des financements partout, et surtout, tout le monde n'a pas un club comme on va dire le mien qui a les sous pour pouvoir aider ses sportifs. Voilà. Et ensuite, du coup, le deuxième volet, évidemment, que je ne voulais pas oublier, c'était quand même sensibiliser sur les maladies rares. C'est pas focus que sur les méningites. Alors, je parle beaucoup des méningites, évidemment, parce que c'est ce qui m'a touché le plus. Mais ça reste quand même plus global, ça reste les maladies rares en général, parce que je vais être amené à parler d'autres maladies rares. Moi, je sais que je m'entraîne avec des filles et une fille qui a eu une rétinite pigmentaire, donc c'est une maladie super rare qui touche vraiment peut-être une personne sur je sais plus combien, j'ai pas les chiffres, et qui rend aveugle en fait au fur et à mesure de la vie, surtout au contact du soleil. Donc en fait, ces personnes sont vouées à finir aveugles, mais c'est une maladie très rare que pas tout le monde connaît au final. Et donc voilà, donc c'est ce type de maladies qui sont rares et essayer de les faire entendre aussi. Voilà. Alors par rapport à l'association, c'est déjà d'avoir plus de sportifs. Pour l'instant, on n'accompagne qu'une seule sportive, mais l'objectif, c'est d'en accompagner plusieurs autres. Donc voilà, j'essaie de me faire connaître, j'essaie de faire connaître l'association pour que justement des personnes viennent nous solliciter, quoi, parce que l'envie, c'est vraiment d'aider. Et ensuite, enfin voilà, en tout cas personnellement, moi mon objectif c'est voilà, de faire les Jeux paralympiques. Donc pour ça, j'entraîne 8 fois par semaine, et mon objectif c'est enfin on va dire d'avoir de nouveau ce statut aussi de sportif de haut niveau, vraiment plus au niveau ministériel, etc. Parce que ça donne quand même droit, à certains avantages, et qui, je pense, peuvent m'aider, moi, aussi pour l'association, et évidemment pour moi, pour pouvoir réaliser, on va dire, plus de projets à côté. Donc voilà, c'est vraiment les objectifs. Et après, après les Jeux, évidemment, c'est pas fini, parce que moi, j'aimerais bien faire ceux de 2028 aussi, et tout ce qu'il y a entre-temps, les championnats du monde, etc. Donc voilà. C'est tout bête. Enfin, c'est bête. Ouais, c'est un petit peu bête et au final tellement logique, mais voilà, c'est en fait, évidemment, ne pas lâcher, ne pas se laisser abattre, se dire qu'en fait, il existe une vie après ça. Moi, j'ai perdu qu'une jambe, mais bon, je sais qu'il y en a qui ont pu perdre quatre membres. Je pense à une personne en particulier, mais qui a su bien se relever et qui est vachement présente, donc il y a une méningite et qui est vachement présente, voilà, un peu partout sur le sport, sur les médias, etc. Et donc voilà, on a tous un degré différent de handicap suite à ce qu'on a eu. Mais voilà, se dire qu'en fait, il y a une vie après. Et en fait, surtout, essayer de se refixer de nouveaux objectifs, quels qu'ils soient, hein. Ça peut pas être sportif, hein, forcément, mais par rapport à des diplômes, n'importe quoi. Mais en fait, avoir un but à atteindre qui peut permettre voilà, de se relever et d'affronter en fait, d'affronter l'après, voilà, de se fixer de nouveaux objectifs pour aider justement à affronter l'après. Moi, enfin, après, malheureusement, je parle personnellement parce que c'est ce qui m'a aidé, euh, et ça m'a aidé aussi on va dire, accepter, on va dire, enfin, apprendre à vivre avec ce qui m'est arrivé. Mais je pense vraiment que se fixer un nouvel objectif, ça peut aider justement à occuper le cerveau et à affronter l'après avec plus de force. Voilà.